Voilà, donc comme l'a annoncé Laurent, mon exposé se déroule en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous parler de parallélisme et de modélisation du temps. Et puis dans un deuxième temps, je vous parlerai d'estimation de consommation et de température sur des prototypes virtuels. Alors, pour la première question, le temps, le parallélisme et comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour accélérer les simulations, on a un problème qui est tout bête et qui est extrêmement frustrant. C'est qu'on a des systèmes qui sont massivement parallèles, qui contiennent des dizaines, voire des centaines de composants, qui sont modélisés avec des programmes système C qui sont massivement parallèles, qui contiennent des dizaines ou des centaines de composants qui eux-mêmes contiennent plusieurs processus qui vont représenter leur comportement. On exécute le tout sur des stations de travail qui aujourd'hui ne sont pas encore massivement parallèles, mais qui sont largement parallèles. Et aujourd'hui, on exécute tout ça de façon entièrement séquentielle, puisque l'implémentation de système C, elle nous donne une sémantique de coroutine, c'est-à-dire des processus qui s'exécutent séquentiellement et qui rendent la main explicitement. On n'a pas de préemption, on n'a pas de parallélisme physique. Alors évidemment, c'est extrêmement tentant de se dire, puisqu'on a des processus parallèles en système C, qu'on a une simulation qui représente un système parallèle, est-ce qu'on peut lancer tout ça en parallèle et est-ce que ça peut accélérer la simulation? Si on le fait de façon naïve, ça va poser un certain nombre de soucis. Alors le premier souci, c'est que la sémantique de système C, elle nous impose un certain ordre sur l'exécution des processus. On a un temps simulé qui nous dit que les actions qui se passent à t égale 10, elles doivent être exécutées avant les actions qui se passent à t égale 20, par exemple. Donc si on s'amuse à lancer tout le monde en parallèle et à relâcher complètement les synchronisations, on va changer la sémantique du système, et donc on a des programmes qui marchaient avant et puis qui marcheront plus forcément après la parallélisation. Le deuxième souci, c'est qu'on a un programme système C qui est non préemptif, non parallèle, et donc le programmeur a pu prendre certaines libertés avec les accès à des ressources partagées. Donc par exemple, un problème bien connu des programmeurs en programmation parallèle, c'est quand on fait x++ sur une variable partagée, une variable globale par exemple, et il va falloir mettre une protection par exclusion mutuelle pour que ça marche correctement. En système C, ce n'est pas nécessaire. En système C, on a le confort du non préemptif qui nous permet d'accéder à des variables comme ça, sans protection par exclusion mutuelle, et le programme marchera et s'exécutera sans problème. Donc le problème qu'on a, c'est que les programmes d'aujourd'hui sont écrits comme ça, et si on relâche, si on modifie la sémantique de système C, les programmes qui marchent aujourd'hui ne marcheront plus. Alors on pourrait chercher une solution automatique. On pourrait se dire, est-ce qu'on peut, par une analyse de variables, une analyse statique du programme, essayer de paralléliser tout ça? On a essayé. Aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'on n'a pas de solution qui puisse être à la fois efficace sur du TLM et 100% automatique. Donc soit on va devoir faire des très très gros compromis sur les performances, soit il va falloir demander l'intervention de l'utilisateur. Donc moi l'approche que j'ai creusée, c'est de proposer des primitives en plus à l'utilisateur. Donc on ne modifie pas la sémantique de système C, mais on donne des constructions supplémentaires et libre au programmeur de les utiliser ou de ne pas les utiliser. S'il ne les utilise pas, il n'a évidemment aucun bénéfice en performance, mais la plateforme continue à tourner comme elle tournait auparavant. S'il les utilise, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités par rapport au parallélisme, mais il pourra avoir une simulation accélérée. Donc les primitives qu'il va falloir fournir, il y en a deux catégories. Il va falloir dans un premier temps relâcher les contraintes que nous impose système C, donc il va falloir donner des primitives de désynchronisation du programme pour relaxer l'ordre qui nous est imposé par système C sur le point petit 1 ici. Et dans un deuxième temps, il va falloir permettre au programmeur de resynchroniser son programme pour que les morceaux de code qui s'exécutent en parallèle puissent s'exécuter correctement. Alors la proposition qu'on a faite, c'est une petite bibliothèque qui s'appelle scduring. L'idée fondamentale de scduring, c'est on garde système C. On garde la sémantique de système C, on garde l'implémentation de système C, et on va, à côté de système C, avoir des fils d'exécution qui vont s'exécuter, qui vont faire certains calculs, dans des fils d'exécution, dans des threads qui sont distincts de la simulation. Donc on va commencer la simulation système C normalement, et quand le simulateur système C aura un calcul qui sera un peu lourd à faire, il pourra, au choix, faire le calcul lui-même ou bien l'envoyer à une tâche avec durée qui fera ce calcul sans synchronisation avec le simulateur. Alors les tâches avec durée, pour bien comprendre comment marchent les tâches avec durée, il faut d'abord comprendre comment marche la modélisation du temps en système C. En système C, on peut faire essentiellement deux choses, soit on peut calculer, soit on peut attendre. Donc les calculs en système C se font de façon instantanée. Ici, on a un petit exemple où moralement, on a une fonction f qui prend 20 unités de temps. Et ce qu'on va écrire en système C, c'est dans un premier temps, je fais f de façon complètement instantanée, et dans un deuxième temps, je dis combien de temps ça prend, et donc je dis wait 20 en système C pour marquer le fait que la simulation prend 20 unités de temps.
Mais même si dans la tête du programmeur, on avait une action qui prenait 20 unités de temps, on a quand même une action instantanée que j'ai représentée ici avec ce trait vertical, et puis un intervalle de simulation de durée 20 pendant lequel il ne se passe rien. Concrètement, ça consiste simplement à incrémenter une variable quelque part dans le simulateur. Avec ST-During, on a dit qu'on conservait système C, donc on peut toujours avoir des calculs instantanés et on peut toujours avoir des attentes sur du temps. Mais ce qu'on va rajouter, c'est cette possibilité d'écrire During 15,h, qui veut dire pendant 15 unités de temps, effectue le calcul h. Donc ça va graphiquement, on va le représenter par une boîte comme ça. C'est une boîte dont on connaît le début, on connaît la fin, mais on va laisser une liberté complète au scheduler de système C et de notre système d'exploitation pour exécuter les actions qui sont contenues dans le calcul h à n'importe quel instant entre le début et la fin. Ça devient intéressant à partir du moment où on peut avoir plusieurs processus qui exécutent des tâches avec durée en parallèle. Donc ici, on a une tâche i qui s'exécute avant h. À partir du moment où elle est avant, le résultat du calcul i est disponible au moment où le calcul h s'exécute. Et par contre, on a un calcul h et un calcul j qui ont un recouvrement. Donc le calcul de h n'est pas forcément terminé quand j commence. Donc j n'a pas le droit d'utiliser le résultat du calcul de h. Et par contre, on va permettre d'exécuter ces tâches-là en parallèle. Alors tout ça, ça va être très important pour pouvoir faire une parallélisation efficace. Pour le comprendre, je vais commencer par un système qui est parfaitement synchrone. Ici, on a 4 processus, P1 jusqu'à P4, qui exécutent tous des calculs exactement au même moment. Donc là, les contraintes sur l'ordre imposées par système C sont relativement faibles, puisque système C ne nous dit pas dans quel ordre il faut exécuter les processus P1 jusqu'à P4 pour les actions qui sont instantanées. Donc quelque chose qui est assez tentant, c'est de dire à partir du moment où système C ne nous dit pas dans quel ordre c'est, on va prendre la liberté de les exécuter en parallèle. Ça posera évidemment quelques soucis si on a des ressources partagées, mais en supposant que les accès à ressources partagées soient bien protégés, il existe des outils qui permettent de paralléliser des systèmes comme celui-ci. Maintenant, si je désynchronise un tout petit peu le système, et à partir du moment où je vais avoir des synchronisations explicites et où je ne vais pas être synchronisé sur les horloges physiques de mon système, en TLM, on n'a plus d'horloge. Éventuellement, on va modéliser les horloges, mais uniquement du point de vue quantitatif. On n'a pas de top d'horloge qui permettent de réveiller plusieurs processus en même temps. Au final, les simulations ne vont pas forcément avoir beaucoup de simultanéité. On va avoir plutôt des calculs qui vont être à des instants différents comme ceci. Et là, si on essaye de paralléliser par exemple P1 avec P3, il faut quand même se poser la question quelles sont les conséquences de l'exécution de P1 au moment où P3 va s'exécuter. Donc dans la sémantique de référence, il peut se passer pas mal de choses entre P1 et P3. Et donc commencer à exécuter P3 alors qu'on n'a pas terminé P1, ici ce serait assez difficile à faire avec une sémantique raisonnable. Ce qu'on permet avec ST-During, c'est qu'on permet au programmeur d'expliciter la notion de durée. Et en fait, finalement, sur cet exemple-là, c'est assez probable que le programmeur avait en tête une notion de calcul avec durée, puisque le système physique, lui, ne va pas faire des calculs instantanés. L'instantanéité des calculs de système C, c'est un artefact de simulation. Donc sans doute que si on donne les outils aux programmeurs pour exprimer directement la durée qui était présente dans leur esprit au moment où ils ont écrit le programme, on va pouvoir obtenir des programmes comme celui-ci, où du coup on va pouvoir commencer à exécuter P2 alors que P1 n'est pas terminé, commencer à exécuter P3 alors que P2 et P1 ne sont pas terminés, et du coup exécuter en parallèle les 4 processus. Alors quand on a commencé à travailler sur cette notion de durée, en réalité on ne travaillait pas sur système C, on était vraiment dans le monde complet académique, même si c'était dans le cadre d'une thèse CIFRE avec ST. On avait refait un petit simulateur, un simulateur entre guillemets jouet, qui nous avait permis d'expérimenter des techniques de simulation, qui nous avait permis de rajouter assez facilement avec un nouveau scheduler une notion de tâche avec durée. Et puis s'est posé la question ensuite, bon, on a un simulateur qui ne servira jamais en production, est-ce qu'on peut récupérer ces idées-là et les adapter sur système C? Et alors la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on avait fait dans un premier temps en modifiant un scheduler, on a pu le refaire en quelques lignes de C++. Le code que vous avez ici, c'est quasiment du vrai code. C'est pas du pseudocode. Alors, ce n'est pas du code très efficace. C'est du code sur lequel il manque beaucoup de fonctionnalités. Mais c'est quand même du code qui peut s'exécuter et qui répond à peu près au problème. Alors, qu'est-ce que ça fait essentiellement? Ça crée un processus. Ici, on a la syntaxe C++ 2011 pour créer un processus. On le crée au début, on le termine à la fin. On va le détailler sur un petit exemple graphiquement. Ici, on a le processus C qui appelle la fonction During sur une durée D sur la fonction f. Donc, il va falloir exécuter la fonction f pendant une durée simulée de taille D. On va exécuter la première ligne là-haut qui va nous créer un nouveau thread dans lequel on va exécuter f. Là, on est sur la sémantique des threads classiques. Le calcul se fait sans synchronisation avec système C, sauf si on fait une synchronisation explicite.
Et ensuite, la petite astuce ici, c'est cette deuxième ligne où on va exécuter wait en système C. Alors on pourrait avoir l'impression que ça va bloquer la simulation système C. En fait, pas du tout. Système C, c'est multiprocessus. Donc quand un processus appelle wait, ça veut dire que je rends la main et je laisse le reste de la simulation s'exécuter. Donc à partir du moment où le processus C a appelé cette fonction wait, ça veut dire que A et B peuvent continuer à s'exécuter et qu'ils peuvent continuer à s'exécuter en parallèle avec le calcul F qui est fait ici. Quand on arrive à la fin de cette tâche avec durée, on fait un join pour récupérer le résultat du thread qui a exécuté la fonction F et on revient dans le monde de système C, c'est-à-dire que dans un certain intervalle de temps, on avait F qui s'exécutait en parallèle avec la fonction et à la sortie sur cette accolade fermante, à la sortie de la fonction du ring, on est revenu entièrement dans le monde de système C et on peut repartir comme si le calcul avait été fait localement dans système C. Ce qui est important puisque ça veut dire que la parallélisation peut se faire localement et qu'on n'est pas obligé d'être intrusif dans l'ensemble de la plateforme. Alors ça, évidemment, c'est quand même une idée relativement simple et il manque encore pas mal de choses. Créer une tâche qui ne communique pas du tout avec système C, ça va marcher uniquement si on a des calculs qui sont complètement indépendants de système C. Il va falloir quand même permettre une certaine communication et du coup une certaine synchronisation entre la tâche avec durée et la simulation système C. Donc cette synchronisation, elle peut se faire sur deux axes. On peut synchroniser sur le temps ou on peut synchroniser sur les données. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter deux primitives qui permettent de synchroniser sur le temps. La première, c'est extra-time. C'est une idée toute simple, c'est qu'on peut commencer un calcul sans savoir a priori combien de temps le calcul va durer du point de vue temps simulé. Et du coup, on peut avoir besoin, au fur et à mesure qu'on fait le calcul, on peut se rendre compte que finalement, c'est un peu plus long que prévu. Et du coup, on peut demander du temps en plus et on peut rallonger la tâche pendant qu'elle s'exécute. On peut faire ça autant de fois qu'on veut. Du coup, ça veut dire que la tâche peut grandir de façon non bornée et que du coup, on va pouvoir laisser système C s'exécuter pendant éventuellement très longtemps avant que la tâche du ring est terminée. Donc ça va nous poser un problème d'équité, c'est que système C peut s'exécuter, mais on n'est pas sûr que système C s'exécute. Donc la primitive complémentaire, c'est catch-up. C'est une deuxième primitive qui nous permet de bloquer la tâche avec durée tant que le calcul du côté système C n'est pas terminé. Ce qui fait qu'on donne un peu plus de liberté à système C, on se bloque, et ce qui permet, par exemple, en boucle, on peut appeler extra time catch-up, ce qui va permettre à système C et à la tâche avec durée d'avancer côte à côte de façon équitable. Ensuite, on peut avoir besoin de se synchroniser sur les données. Par exemple, si la tâche avec durée a besoin d'une donnée qui normalement appartient à système C, le programme système C n'a pas forcément mis de protection avec exclusion mutuelle. Alors on pourrait en rajouter, mais si on décide de ne pas en rajouter, on peut aussi avoir envie d'avoir un petit morceau de code dans la tâche avec durée qu'on va envoyer à système C et qui va s'exécuter dans le scheduler système C, du coup en revenant sur la sémantique de système C. Ça se fait avec la primitive sccall. Sccall, on lui passe une fonction f ici, et cette fonction f va être envoyée à système C et exécutée du côté de système C. Donc par exemple, si j'essaie de faire x++, mon exemple de tout à l'heure, sur une variable globale ou une variable partagée, évidemment c'est interdit si système C fait de son côté également des x++. Par contre, si on envoie via la primitive sccall de la bibliothèque sc du ring, si on envoie ce x++ à système C, là on revient sur une bonne sémantique. Éventuellement on le paye cher en performance, puisque ça veut dire une synchronisation forte entre la tâche et système C, mais on a une sémantique qui est correcte. Alors du coup, ça a quand même une certaine incidence sur l'implémentation de SC du ring. La petite implémentation jouet que je vous ai montrée au départ ne marche plus. L'idée reste la même. La vraie implémentation, on a toujours système C avec des processus système C d'un côté. On a toujours des tâches avec durée qui s'exécutent dans leur thread. On va rajouter un moniteur de synchronisation entre la tâche avec durée et le processus système C correspondant, qui va permettre à la tâche d'envoyer des fonctions via sccall, qui va permettre d'envoyer du temps en plus via les primitives extra time, et puis qui va permettre de bloquer via catch-up. On a plusieurs implémentations de cette bibliothèque. Il y a une implémentation qui ne fait absolument rien gagner en performance, qui est purement séquentielle, mais qui nous sert de référence et qui est très importante pour les tests. Et puis on a trois façons de gérer les threads. Celle que j'ai montrée tout à l'heure, c'est celle que j'appelle thread sur ce transparent. C'est celle qui va créer un nouveau fil d'exécution pour chaque tâche avec durée. Ça, c'est éventuellement un peu cher. On va créer des threads, détruire des threads un peu trop souvent. Donc on peut aussi en préallouer un certain nombre, ou alors on en crée un quand on en a besoin, et on ne le détruit pas, mais on le bloque, et puis on s'en resservira plus tard si on en a à nouveau besoin.
Au niveau des performances, donc ça c'est un petit benchmark sur une plateforme qui n'est pas du tout une plateforme industrielle, mais qui est une plateforme qui se veut réaliste du point de vue des plateformes industrielles. On en a plusieurs versions. Alors là, j'ai fait varier à la fois l'implémentation de la bibliothèque scduring et puis la façon d'utiliser cette bibliothèque. Donc selon à quel moment je décide d'utiliser catch-up extra time, selon combien je décide de mettre de calcul dans une tâche avec durée, je reviens au problème qu'a évoqué Laurent dans sa présentation. Quand est-ce que je me synchronise avec système-C? Est-ce que je peux avoir un processus qui s'exécute et qui fait son petit bonhomme de chemin pendant longtemps et qui se synchronise uniquement quand il en a besoin? Ou bien est-ce qu'il faut découper le processus en tranches de temps relativement fines et se resynchroniser régulièrement avec le temps système-C? Quand on a écrit scduring, le but c'était d'essayer d'être efficace sur des modèles avec un faible couplage temporel, qui sont précisément les modèles sur lesquels les approches concurrentes de parallélisation de système C ne donneraient rien du tout. Donc là, on est relativement content puisqu'on se rend compte que les performances sont les meilleures sur les modèles qu'on avait visés au départ, avec un faible couplage temporel. On le paye évidemment de l'autre côté, puisqu'on est relativement mauvais sur les modèles avec un fort couplage temporel, et encore en forçant un petit peu plus le couplage temporel, on pourrait redescendre bien en dessous de 1, et avoir des simulations qui seraient hautement parallèles et qui utiliseraient largement les processeurs disponibles sur la machine haute, mais qui s'exécuteraient beaucoup plus doucement qu'une simulation séquentielle. Je vais maintenant vous parler d'estimation de consommation et de température sur un prototype virtuel. Le problème auquel on va s'intéresser, c'est d'essayer d'exécuter un morceau de logiciel embarqué qui fasse du contrôle, énergétique sur la puce. Donc un logiciel de contrôle au minimum de façon simplifiée, ça peut s'écrire sous la forme d'une boucle infinie comme ça. Les vrais logiciels de contrôle peuvent effectivement ressembler à ça en pratique. Et je vais dans une boucle lire des capteurs, faire un calcul et prendre une décision sur ce que je vais faire dans le futur, et puis envoyer des contrôles sur les actionneurs. Donc ça peut être, par exemple, je regarde la température, je me rends compte que ma puce est trop chaude, je décide qu'il faut ralentir, et du coup, j'envoie à mon générateur d'horloge et à mon générateur de voltage un ordre de diminuer le voltage et de diminuer la fréquence. Alors un logiciel comme ça, au final, ce qu'on voudra, c'est avoir un logiciel qui s'exécute sur une vraie puce physique, et dans un premier temps, la puce physique, on ne l'a pas. Donc, il va falloir exécuter ça sur un simulateur, typiquement sur une plateforme TLM. Ça pose un certain nombre de soucis. Un premier souci, ça va être qu'on cherche à faire une lecture sur les capteurs. Concrètement, on a le vrai logiciel. Ici, ce n'est pas un modèle. On n'est pas en train de travailler sur une représentation abstraite du logiciel. On a le vrai logiciel, éventuellement le vrai binaire. Et le vrai logiciel, quand il dit lecture sur un capteur de température, il fait une lecture à une certaine adresse sur le bus. Et à cette adresse-là sur le bus, s'il n'y a personne qui répond, on va se prendre une erreur. Donc ça va être typiquement un segmentation fault sous Unix ou quelque chose d'équivalent. Vous avez tous expérimenté ça si vous avez déjà codé en C. Et donc le logiciel ne s'exécutera pas. Donc ce qu'il va falloir impérativement, c'est avoir un modèle des capteurs qui sont utilisés par le logiciel. Alors pour l'exemple d'un capteur de température, on peut faire un modèle très simple qui sera un modèle de capteur où la température serait toujours la même. On peut dire la température, c'est invariablement 20 degrés. Et donc le logiciel, quand il cherche à savoir quelle température il fait toujours 20. Ce qui permet au logiciel de s'exécuter, ce qui par contre est un très mauvais test de logiciel, puisque ça veut dire que toutes les actions du logiciel qui sont déclenchées quand la température monte un peu trop ne seront jamais exécutées. Donc là, on est capable d'exécuter, mais on n'est pas capable de réellement tester et encore moins de valider. On peut avoir un deuxième modèle un tout petit peu plus intelligent, c'est de rentrer un scénario dans notre capteur de température. On peut dire la première fois qu'on lit la température, il fait 20, la deuxième fois, il fait 40, la troisième, il fait 30, et la quatrième fois, il fait 50. À partir de là, on va injecter des valeurs de température qui seront différentes dans le logiciel, et si des actions ont été prévues dans le logiciel quand la température monte un peu trop, quand la dérivée de la température est trop grande, ou des choses comme ça, ça va permettre de faire réagir le logiciel, et donc de faire des premiers tests d'un logiciel qui sera au moins pas trop compliqué. Qui ne serait pas trop compliqué parce que dans la vraie vie, le logiciel, il fait des lectures sur les capteurs dans le but de faire des actions sur les actionneurs. Et le logiciel, s'il remarque qu'il fait trop chaud et qu'il décide qu'il va éteindre un composant, il s'attend à ce que la température diminue. Sinon, la politique de contrôle a assez peu de chances de marcher. Donc il va falloir qu'on soit capable de modéliser le fait que le contrôle sur les actionneurs soit répercuté sur les futures valeurs qui vont être lues par le capteur. Ça, c'est un problème d'automatique classique. Faire du test de système réactif
qui fasse du contrôle comme celui-ci, ça peut difficilement se faire avec des scénarios qui sont générés offline. En général, on est obligé de générer les valeurs d'entrée en fonction des valeurs de sortie produites par le logiciel. Donc on va être obligé de changer de stratégie, et à la place d'avoir un scénario, il va falloir qu'on ait un modèle. Alors un modèle éventuellement très précis, éventuellement un modèle très grossier, selon l'utilisation qu'on veut en faire, mais au minimum, il va falloir un modèle un minimum réaliste pour lequel, quand on décide par exemple d'éteindre un composant, la température va diminuer. Ce modèle, il va falloir lui injecter des données en entrée, et donc les états des différents composants de notre plateforme TLM vont devoir être transmis au modèle, qui lui-même va faire des calculs, qui va nous injecter des valeurs, qui seront utilisées par le logiciel, qui vont être utilisées pour prendre des décisions, etc. Donc on a deux boucles ici sur ce schéma, la boucle entre le logiciel et le matériel, et puis la boucle entre le modèle TLM et le modèle de température. Alors pour bien comprendre, quand on parle de température, comment est-ce que ça marche à l'intérieur, faut faire un tout petit peu de physique. Alors on va rester à un niveau très abstrait où la physique n'est pas très compliquée. Qu'est-ce qui fait la température d'un composant? Plus précisément, qu'est-ce qui fait la dérivée de la température d'un composant? Dans un premier temps, c'est l'effet Joule, c'est-à-dire à partir du moment où il y a du courant qui passe dans un composant, le composant va se mettre à chauffer. Alors le courant qui passe, ça peut être dû à plusieurs choses. Il y a quelques années, le courant qui passait, c'était essentiellement parce qu'on calculait, c'est le courant dynamique. Et quand on arrêtait de calculer, par exemple quand on fait du clock gating, la consommation dynamique s'arrête. Maintenant, de plus en plus sur les systèmes modernes, on a un courant de fuite, donc un courant qu'on appelle statique, qui passe même si on ne calcule pas. À partir du moment où le morceau de silicium est allumé, il consomme et il chauffe. Et celui-là, malheureusement, a tendance à augmenter avec le temps. Et alors, pire que ça, il augmente avec la température. Ce qui fait que si on consomme plus, on chauffe plus. Si on chauffe plus, on consomme plus. Et éventuellement, ça peut s'emballer. Donc la consommation du composant va faire augmenter sa température. Et à partir du moment où le composant sera chaud, il va dissiper la température soit à ses voisins, soit vers l'extérieur du système. S'il dissipe vers ses voisins, ça veut dire qu'il va recevoir aussi de la chaleur depuis d'autres voisins. Donc au final, la température d'un composant, elle va dépendre de l'état interne du composant, mais elle va dépendre aussi de la disposition spatiale des autres composants sur la puce et du comportement des autres composants. Donc un vrai modèle de température, c'est un modèle qui va prendre tout ça en compte. On a dit que tout ça, ça agissait sur la dérivée de la température, donc on sent assez vite arriver à un système d'équations différentielles assez compliqué, qu'on ne va certainement pas chercher à résoudre en système C, puisque ce n'est pas le même métier d'essayer de faire une simulation fonctionnelle et d'essayer de faire des modèles mathématiques pour les processus physiques qui gèrent la température sur une puce. Donc on va au maximum utiliser des outils qui sont dédiés à la résolution d'équations différentielles pour du modèle de température et garder ça à l'extérieur du modèle système C. Il va quand même falloir que notre modèle système C soit capable de transmettre les valeurs au solveur extra-fonctionnel et puis qu'il soit capable de les récupérer quand le calcul sera fait. Donc ici, on a un processus système C qui modélise le comportement d'un composant du système, et puis on a notre système qui est composé d'un paquet de composants. Ce qu'on ne va surtout pas faire, c'est regarder ce qui se passe au niveau de chaque transistor. Il y a des gens qui vont être obligés de le faire pour savoir combien consomme chaque composant. Mais le plus rapidement possible, ce qu'on cherche à faire, c'est d'abstraire tout ça et de se dire un composant, ce n'est pas un ensemble de beaucoup de transistors, de beaucoup de cycles d'horloge, etc. C'est simplement une petite machine d'état avec un nombre de préférences finies et discrets d'états dans lequel le système peut être. Donc ici, on a un système qui est soit en train de faire un calcul, soit en train d'attendre, soit qui est complètement éteint. Et pour chaque état, on va pouvoir associer une valeur de consommation qui sera éventuellement en fonction d'autres paramètres, éventuellement en fonction de la température, par exemple. Mais ici, sur notre exemple, le composant va consommer 0,4 watts quand il est en train de calculer. Il ne consomme plus que 0,1 watts quand le calcul est terminé. Et puis si on l'éteint complètement, il va consommer 0. Pour piloter cette petite machine d'état, on peut rajouter des annotations de puissance dans le modèle système C. Et donc ici, pour modéliser le fait que le calcul F se fait pendant 10 unités de temps dans l'état run, on va passer dans l'état run avant F. Ensuite, on exécute F suivi de wait pour dire j'exécute F pendant 10 unités de temps. Et je repasse dans l'état idle le temps de faire une attente, donc l'attente du prochain calcul qui se fera par exemple sur la prochaine interruption. Ce modèle système C, si je l'exécute, il va me produire une trace qui ressemble au haut du transparent ici, une séquence d'états, avec pour chaque état le temps que je vais passer dans cet état. Vu qu'on a une table de correspondance entre les états et la puissance consommée,
on peut déduire de cette trace-là la consommation en fonction du temps. Donc si mon composant est éteint au début, il va consommer 0 watts, ensuite il va calculer 0,4 watts pendant un certain temps, etc. Et puis en faisant une intégrale, on va pouvoir calculer l'énergie totale consommée par le système pendant la simulation qu'on vient d'effectuer. Si on injecte ces valeurs de consommation dans un modèle de température, on peut également obtenir l'évolution de la température en fonction du temps. Et donc ici, avec un modèle plus ou moins réaliste, la température qui va monter quand on calcule, qui diminue quand on ne calcule pas et qui remonte quand on refait un calcul à nouveau. On a dit qu'on allait essayer de séparer les choses et de garder le fonctionnel du côté système C et de garder le non fonctionnel de l'autre qu'on va déléguer complètement à un solveur externe. Il faut quand même qu'on mette en place une façon de faire communiquer ces deux simulateurs, sachant que la simulation système C qui va inclure le logiciel peut prendre des décisions en fonction du résultat des calculs de notre solveur de puissance et de température. Donc on est obligé de faire cette simulation en ligne, bouclée, pour que l'un puisse fournir des données à l'autre et que l'autre puisse récupérer les résultats du calcul du premier. Alors comment va marcher cette co-simulation, donc cette simulation de deux simulateurs en parallèle? Ici j'ai une simulation système C avec deux instants simulés et un intervalle de simulation, donc c'est l'intervalle entre deux instants simulés, où en fait il ne se passe rien à part laisser le temps s'écouler. Si on zoome un petit peu sur nos instants de simulation, puisqu'ils ont beau être instantanés, il se passe quand même un certain calcul ici, on obtient ce dessin-là. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est d'alterner des calculs côté système C, des calculs côté extra-fonctionnel. Et donc, on va faire tourner notre solveur de puissance et de température pendant les intervalles de simulation où il ne se passe rien côté système C. Donc, concrètement, on commence la simulation en passant la main à système C. Quand on arrive à la fin d'un instant système C va, à la place de simplement faire écouler le temps, il va envoyer des données au solveur extra-fonctionnel. Le solveur extra-fonctionnel va faire un calcul. Quand le calcul du solveur extra-fonctionnel est terminé, il renvoie les résultats à système C qui va pouvoir prendre ses décisions en fonction du résultat obtenu. Ça, c'est une stratégie parmi d'autres. On a d'autres stratégies où on essaie d'exécuter les deux en parallèle. On a d'autres stratégies où on peut avoir des événements non fonctionnels qui viennent d'un solveur vers l'autre, et ainsi de suite. Au final, la co-simulation de deux outils, ça va nous donner des résultats comme celui-ci, où on peut voir sur la gauche du diagramme ici l'évolution de la puissance et de la température des différents composants en fonction du temps. Et puis on peut voir sur la droite la répartition spatiale de la température avec un code de couleurs différent. Donc plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus c'est bleu, moins c'est chaud. Alors en conclusion, donc, je vous ai présenté des techniques qui permettent d'accélérer les simulations système C à faible couplage temporel en les parallélisant. J'ai présenté aussi des techniques de co-simulation, de simulation système C qui au départ étaient fonctionnelles et qu'on co-simule avec un solveur extra-fonctionnel. Alors c'était deux exemples parmi beaucoup d'autres, puisque comme on commence à le répéter depuis un certain temps, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, un petit peu plus. La collaboration ST-Verimag, ça a commencé en 2002 au départ de ma thèse, qui était une thèse CIFRE ST-Verimag. Depuis, on a eu 4 thèses soutenues, si on compte la mienne, 2 projets collaboratifs. Et puis ça continue, on a un nouveau projet qui a commencé il y a quelques mois avec 2 nouvelles thèses. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il nous reste pas mal de boulot et qu'on a à la fois beaucoup d'idées de choses à faire et les moyens pour le faire puisqu'on a 2 thésards qui commencent à travailler dessus. Alors du côté parallélisation des simulations, pour l'instant on a une implémentation qui marche sur des petits exemples. Ce qui nous reste à faire, c'est d'essayer de voir ce que ça donne sur des vraies plateformes grosses et industrielles. Et ça, il y a fort à parier que ça nous identifie des points qu'il va falloir rajouter, des choses qu'il va falloir modifier dans la bibliothèque. Et le passage d'une petite étude de cas de, on va dire, à peu près 1000 lignes de code à des grosses études de cas ST, il va forcément nous donner des idées de nouvelles choses à faire du côté de la recherche. De l'autre côté de mon transparent, sur le côté propriété extra-fonctionnelle sur système C, on a beaucoup travaillé sur les mécanismes de co-simulation et sur la manière d'exécuter du système C en parallèle avec un solveur. Maintenant, ça veut quand même dire que pour pouvoir exécuter ces choses-là, il faut qu'on soit capable de les spécifier. D'où viennent les spécifications, d'où viennent tous ces chiffres? C'est des choses qui sont assez complexes du point de vue du flot de développement, puisque c'est souvent des données physiques qui viennent de la fin du flot de développement et qu'il va falloir réinjecter sur le début du flot de développement. Comment est-ce qu'on arrive à spécifier tout ça, spécifier les relations entre le fonctionnel et l'extra-fonctionnel et arriver à spécifier tout ça sous la forme d'un contrat, une espèce de mode d'emploi avec des assumes et des garanties
qui permettent d'utiliser le composant dans n'importe quel contexte. C'est entre autres un des sujets du nouveau projet qui vient de commencer. Alors rétrospectivement, à quoi ça nous a servi de travailler ensemble? Je pense que Laurent aura beaucoup d'éléments à rajouter sur l'utilité du point de vue ST. Du point de vue Verimag, nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que travailler avec ST, c'est une façon d'avoir des nouvelles idées. C'est une façon de nous donner des lignes directrices. C'est ça qui a fait qu'on s'est intéressé, par exemple, aux tâches avec durée, parce qu'on s'est dit, paralléliser système C en essayant de le faire à l'intérieur de l'instant, par exemple, comme font à peu près 9 chercheurs sur 10 qui s'intéressent à la question de la parallélisation de système C. Ça marchera sur certains modèles, mais ça ne marche pas sur les modèles que fait ST Microelectronics. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'apporter une solution qui marche sur ces programmes-là, sur ce genre de programme-là? Et là-dessus, même sans avoir forcément vu de vraies études de cas depuis un certain temps en ce qui me concerne, le fait de discuter avec les gens côté industriel, ça nous donne une idée de la direction dans laquelle il faut aller. De la même manière, l'idée de faire une simulation couplée entre un solver extra-fonctionnel et une simulation système C, c'est certainement pas une idée qu'on aurait eue tout seul. Je pense que Verimag a bien contribué au côté scientifique et à apporter des solutions à ces questions-là. Mais je pense qu'on n'aurait même pas eu l'idée de travailler là-dessus si on n'avait pas eu des partenariats industriels. Donc en conclusion, il me reste à nous souhaiter une collaboration future qui soit aussi fructueuse que celle qu'on a eue par le passé. Et donc j'espère que ça marchera encore pendant longtemps. Merci. Simplement, je me demandais, pour entrer dans votre solver, vous avez besoin d'informations concernant les échanges thermiques dans le futur système. Et je me demandais si cette description des interactions thermiques, comment se fait-il qu'elles n'interviennent pas trop tard pour pouvoir les insérer dans votre modèle de départ? Il me semble que peut-être il faut être assez tard dans le développement hardware pour disposer de ces informations. Je ne sais pas si ma question est claire. Si, je pense que si. Alors, il y a besoin de plusieurs informations. Déjà, il y a magiquement des tables de correspondance qui sont apparues dans mon exposé entre des états et des valeurs de consommation. Et donc, on peut se poser la question d'où viennent ces valeurs-là. Alors, selon où on est dans le flow de conception, les valeurs viennent d'endroits différents. Ça peut être simplement des valeurs cibles. On peut dire, je pense qu'on est capable et je veux qu'on soit capable de faire moins de X sur tel composant. Maintenant, ça ne suffit pas à décrire ce qui va se passer au niveau système. C'est-à-dire que si on a des objectifs sur chacun des composants, qu'est-ce que ça va donner sur l'ensemble de la puce? Il y a quelques années, on faisait une feuille Excel et puis on faisait, comme l'exercice numéro 1 d'Excel, de n'importe quel cours d'Excel, des sommes des multiplications sur les lignes, des sommes sur les colonnes. Je passe tant de temps dans tel état, tant de temps dans tel état, je fais la somme et c'est bon. Maintenant, sur un système moderne, déjà la consommation non statique devient dominante. La consommation statique, elle dépend de la température. La température, elle dépend des voisins. Donc simplement faire la somme, ça ne va plus suffire. Donc être capable de composer des valeurs, même éventuellement des valeurs qui sont sorties de nulle part et qui sont juste des valeurs objectives, ce n'est pas forcément évident. Et c'est déjà quelque chose qui intéresse beaucoup l'industrie. Avant de faire des co-simulations, il y a déjà eu un gros travail sur comment est-ce qu'on fait un solver thermique. L'exemple de co-simulation, il a été fait dans le cadre du projet HELP. Il y en a quelques-uns qui se reconnaissent dans la salle. On travaille avec Docea Power qui fait un solver de puissance et de température. Eux, au départ, ils font un solver qui n'est même pas couplé à une simulation fonctionnelle, mais qui prend en entrée des scénarios définis par un utilisateur. Donc, ce n'est même pas des scénarios qu'on injecte dans une plateforme TLM, c'est des scénarios qu'on injecte directement dans le modèle de puissance et de température. Et déjà, si j'en juge par le fait que cette petite start-up arrive à monter et à faire du chiffre d'affaires, c'est qu'il doit y avoir un besoin, même pour des modèles qui n'ont même pas du tout la fonctionnalité. On décrit un scénario, donc on va dire que c'est des modèles qui sont moins riches que ce qu'on essaye de proposer avec de la simulation système C. Ensuite, sur le floor plan, est-ce qu'on l'a décidé ou pas? Ça peut être une occasion de le décider, justement. Essayer de prendre la décision de, au moins à peu près, comment est-ce qu'on va placer les composants sur la puce. Et essayer de prendre les décisions le plus tôt possible avant d'avoir le vrai RTL. Évidemment, quand on a le vrai RTL, avant d'avoir le silicium, on va faire des simulations bas niveau qui vont nous permettre d'injecter des données qui sont plus précises dans les modèles. Et ensuite, le jour où on aura le silicium, éventuellement, on pourra mesurer.
Merci. Et puis, comme je l'ai indiqué aussi au début, on est amené aussi à réutiliser de plus en plus de briques préexistantes. Donc, dans certains cas, on les fait évoluer ou on change de technologie. Donc là, évidemment, il faut recaractériser. Mais dans certains cas, on a déjà les informations qui viennent d'un projet précédent. Et du coup, même si on est en début de nouveaux projets, pour certains blocs, on a déjà certaines informations disponibles. Donc c'est aussi un moyen de réutiliser ça le coup d'après. Merci. Il y a aussi des conséquences inattendues. Elle marche celui-là ? Ouais. Il y a aussi des conséquences inattendues, c'est qu'un design en général subit quelques shrinking. Donc il va éventuellement changer de technologie. Il va passer, je ne sais pas à combien vous êtes chez ST maintenant, 25 nanos On est à 28, on passe 28 bientôt à nanos. 14. Vous allez descendre à 14, c'est ça ? Bon, alors là, dans ce cas-là, on rapetisse tout le circuit, mais évidemment, il y a tout qui change. Hein. Il y a absolument tout qui change. Alors, il y a des gens qui disent, par exemple, qu'une méthode d'être un peu plus tranquille, par exemple, de doubler le circuit, de faire point chaud alternatif sur 2 copies du même circuit. D'ailleurs, la physiométrie des architectes est absolument fondamentale à l'heure actuelle. Hein. C'est devenu... ne soyez pas surpris qu'il y ait de moins en moins de circuits qui sortent. Hein. C'est devenu de la folie de faire des circuits. Et encore sur les microprocesseurs, c'est pire. Mais bon, je ne sais pas si tout le monde est conscient en informatique que de toute façon, la seule solution, c'est que tout ne sorte jamais d'une puce. Parce que là où on chauffe vraiment, c'est dès qu'on essaie de sortir de la puce. Alors pour l'instant, il n'y a pas les rames dans la puce, ça fait chauffer beaucoup. Mais le reste, c'est tout dans une puce, quoi. Donc, alors ça montre aussi qu'un téléphone, c'est plus compliqué qu'un PC. Hein. Encore que les PC font la même chose maintenant. Mais... J'ai une question vraiment naïve. À un moment, vous avez parlé de normalisation, enfin de normes. Et ça couvre quoi? Souvent, les normes, c'est le minimum commun entre chacun. Est-ce que c'est des normes fortes? Enfin, Alors, le problème de la normalisation, on le trouve à plein d'endroits, parce que dans les systèmes sur puce, on est amené à faire des blocs qui doivent interagir entre eux. Donc, si on met de l'USB ou du Wi-Fi ou autre, bon, il y a les normes des protocoles de communication, par exemple. Mais en ce qui me concerne... Non, mais là, c'était la norme pour la... J'avais compris que c'était de la norme pour la simulation. Pour la simulation, justement, j'y viens. Aujourd'hui, donc, Système C a été standardisé sous la forme d'un standard I3E, 1666. Première version en 2005, révisée en 2011. Donc ça nous donne les briques de base pour écrire les modèles dans un langage entre guillemets, c'est du C++ à la base, mais qui est finalement reconnu comme étant le langage utilisé pour faire ces modèles. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de standards? C'est que, d'une part, le fait d'avoir un standard, c'est une garantie de pérennité des modèles dans la durée. Avoir adopté un langage propriétaire d'un vendeur particulier pour développer des modèles, c'est avoir une adhérence très forte à ce vendeur, et on n'est pas sûr que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce vendeur il sera toujours là. Donc le fait que le langage en lui-même soit standard, c'est un moyen de pérenniser la durée de vie des modèles. Deuxième point important, c'est que les modèles, ils ne sont pas dans le vide, ils interagissent entre eux. Donc il faut pouvoir avoir des interfaces pour pouvoir faire communiquer ces modèles entre eux. On fait des modèles de simulation, donc vous allez me dire, une fonction en C++, j'invoque la méthode machin chose, et puis je vais passer cette structure de données. Très bien. Mais ST va faire ses modèles. Un fournisseur d'IP va faire ses modèles avec son approche à lui. Et au final, quand on récupère les modèles et qu'on essaie de les mettre ensemble pour faire une simulation de l'ensemble du système, si on n'a pas un standard pour pouvoir justement faire interagir ces modèles entre eux, c'est extrêmement difficile de faire l'intégration des modèles. Donc aujourd'hui, ce qui est standardisé, au travers des interfaces transactionnelles, c'est essentiellement un appel, le nom de la méthode qu'il va falloir appeler pour véhiculer la structure de données qui est le contenu réel de la transaction. Et depuis TLM2, donc depuis 2008, il y a un standard qui décrit quels sont les attributs que tout le monde reconnaît comme étant ce qu'il faut pour qu'une communication sur un bus memory mappé se passe bien. Donc en gros, il y aura la notion d'adresse, de données, de byte enable, plus quelques autres informations. Et donc ça va nous donner un socle commun pour pouvoir faire communiquer des modèles entre eux sur un bus memory mappé, de telle manière qu'ils puissent échanger des transactions. Tant qu'on n'avait pas ça, chacun inventait sa structure de données. Alors on pouvait dire c'est adresse data byte enable, mais d'autres diraient c'est autre chose. Sur des problèmes bêtes de typage où il y en a un qui va dire c'est du char étoile, l'autre il va dire non c'est un int. Hein. Au final, c'était infernal pour brancher les modèles entre eux. Donc problème d'interopérabilité modèle-modèle.
Autre type de standards qui sont très importants, c'est tout ce qui est interopérabilité entre les modèles et les outils. Qu'est-ce que j'entends par là? On développe des modèles, on développe du logiciel, on veut être amené à débugger du logiciel embarqué. Donc souvent, on va vouloir visualiser les valeurs qui sont écrites dans les registres depuis le logiciel embarqué. Dans des modèles de simulation, les registres, ils sont décrits comment? Chacun va faire comme il veut, et c'est très bien. Par contre, il faut qu'un outil de visualisation, de debug, puisse visualiser ces valeurs écrites dans les registres. Qu'est-ce qu'on avait de ces dernières années? Chaque fournisseur d'outils disait, eh bien, pour que vous puissiez voir vos valeurs de registre dans mon outil, utilisez donc cette classe qui va vous décrire, vous allez décrire vos registres avec cette classe. Et moi, j'ai les mécanismes qui me permettent, depuis mon outil, de voir les valeurs dans ces registres. Problème, si on fait ça, les modèles sont adhérents à des briques technologiques qui viennent d'un vendeur d'outils. Donc si on veut changer d'outil, finalement, il faut refaire le boulot. Donc ça veut dire qu'il faut redévelopper ou adapter le modèle pour que, quand je change d'outil, je puisse avoir la même fonctionnalité. Donc ça, ce n'est pas acceptable. De la même manière, les modèles ils sont amenés à circuler. Donc si je livre mon modèle à un tiers, en interne ou en externe, je ne peux pas faire l'hypothèse que la partie qui va recevoir ce modèle utilisera le même environnement d'outils. Donc on a travaillé aussi beaucoup sur définir les bonnes interfaces standardisées, notamment d'introspection au registre, pour que les modèles soient écrits comme on a envie de les écrire, parce que la manière de décrire un registre n'a rien à voir avec la manière dont on veut visualiser cette valeur. Et donc, ST a travaillé notamment avec ARM et Cadence pour faire une proposition de standard pour définir donc cette API standardisée de connexion entre les outils et les modèles. Et on a soumis ça donc à la revue de Synopsys et de Mentor. Et en gros, on arrive aujourd'hui à avoir un consensus sur c'est quoi ces interfaces. Et la prochaine étape, c'est effectivement de les fournir en tant que proposition de standard pour avoir un standard là-dessus. On peut dire... Allô? Oui, ça, par exemple, la standardisation de l'allumage des microphones, c'est assez moyen. On peut dire que c'est exactement le même problème que pour le web. Il y a une quantité assez phénoménale de données à montrer, et jusqu'à maintenant, c'était le bordel. Même le nommage des objets, moi j'ai travaillé avec pas mal de boîtes, et même le nommage d'objets assez élémentaires, entre Infineon et ST, les mots étaient juste pas les mêmes. Donc, parce qu'il y a des traditions industrielles, de gens qui ne se parlaient pas. Il faut quand même comprendre que là-dedans, la majorité des modèles viennent d'ailleurs. Une assez grande majorité. Par exemple, on a vécu l'histoire USB 3, qui a été extraordinairement long à mettre au point, et il y a à peu près pas grand monde qui arrive à faire un truc qui marche à peu près, et donc tout le monde prend le même modèle, ou quasiment. Donc le nombre de fournisseurs de modèles a diminué, mais le nombre de modèles qu'ils fournissent a augmenté, et c'est comme dans les voitures, ST ou Intel sont de plus en plus des assembleurs. Et donc quand on est un assembleur, il faut standardiser les vis, les boulons, les fils électriques, les connecteurs, c'est le même problème, et sur le web c'est pareil. Il y a de plus en plus de gens qui donnent des données, et Manuel l'a expliqué Manuel Serrano dans son talk sur hip-hop qu'il faut aller voir sur le site du collège, a expliqué que les standards étaient absolument fondamentaux et que c'est ça qui a fait vivre le web, c'est que les gens ont arrêté de faire tous leurs trucs. Et donc là, on devient une taille comparable au nombre de choses à décrire avec ce qu'il y a sur le web. Alors c'est des standards qui sont très souvent syntaxiques, mais c'est majeur. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que comme on est amené à acheter des IP chez différents fournisseurs, ce qu'on essaie d'avoir, c'est que quand on a accès à du RTL, on a aussi accès au modèle. Si on achète une IP à l'extérieur, on n'a pas envie, nous, de redévelopper le modèle de cette IP qui ne nous appartient pas, dont on ne maîtrise pas les évolutions, comment est-ce qu'on va pouvoir valider complètement ce modèle, c'est très compliqué. Donc, il est important pour nous d'obtenir le modèle qui vient avec l'IP RTL. Problème, si on n'a pas de standard, il n'y a aucune incitation, en fait, du point de vue des vendeurs d'IP, de fournir les modèles, puisque chacun aura développé dans son environnement propre sa manière de simuler, et du coup, le fournisseur de l'IP ne saura pas fournir un modèle qui est utilisable chez différents clients. Donc, si on veut pouvoir développer un écosystème des modèles, il est important d'avoir ces standards en place. Je vous donne un exemple de quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Comment est-ce que vous modélisez une interruption? Ça a l'air bête comme la lune, modéliser une interruption. On a un fil, et puis on veut voir quelque chose qui s'agite sur ce fil. Mais
Est-ce que l'interruption, elle est sur front? Est-ce qu'elle est sur niveau? Est-ce que je vais modéliser, c'est parce que quand je suis à 1, l'interruption est là, ou est-ce que c'est quand je suis à 0? Est-ce que je fais le choix de 0,1? Est-ce que je fais le choix d'autre chose? Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est un réel problème à l'intégration, et du coup, ça veut dire que quand on va intégrer différents modèles venant de fournisseurs différents, eh ben, il va falloir mettre des adaptateurs un peu partout pour réussir à brancher tout ce petit monde et que ça s'agite ensemble. Et alors là, en termes de debug et de validation globale, ça crée de gros problèmes. Donc tout ça, c'est des choses où on veut faire évoluer les standards, où on est très actif, parce que en tant qu'intégrateur de modèles et développeur de plateformes, on en a le besoin tous les jours quand on construit de nouvelles plateformes.